Des diamants, du manganèse, de l'étain, du coltan, une matière extrêmement importante de nos jours pour fabriquer les composants des ordinateurs et des téléphones portables. Dans cette guerre où les fronts sont géographiquement confus et les visées des uns et des autres tout aussi opaques, il n'y a qu'une certitude, tout le monde se sert, se paye et se nourrit de ces richesses. Un rapport de l'ONU explique que non seulement les soldats de l'armée régulière, mais aussi les éléments rebelles et tout autant les contingents étrangers, comme ceux venus du Rwanda et d'Ouganda, se livrent au trafic de ces minerais en toute impunité. On assiste actuellement à une troisième phase de la guerre. L'année 2008 a été une année épouvantable. 1. Les rebelles Hutus continuent à sévir dans la région. 2. Les rebelles congolais, eux aussi, continuent à répandre la violence dans le Kivu. Ils changent d'alliance, mais ils conservent leur pouvoir de nuisance. 3. L'armée régulière congolaise ne se distingue guère des autres forces militaires. Elle est accusée, elle aussi, de commettre toutes sortes d'exactions. 4. Les accords de paix péniblement obtenus sont régulièrement bafoués et ignorés. Enfin, 5e élément, le viol. Dans cette guerre, le viol est devenu quasiment systématique. Des dizaines de milliers de cas, le viol est devenu une arme de guerre. En tout cas, les Nations Unies sont impuissantes à stopper les combats, à mettre hors d'état de nuire toutes ces milices, tous ces rebelles, tous ces soldats livrés à eux-mêmes. 17 000 hommes, c'est l'effectif de la MONUC, mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo. 17 000 casques bleus, dont 6 200 au Nord Kivu, ce qui en fait, quantitativement, la plus grosse opération de maintien de paix au monde. À son actif, la MONUC a contribué à la tenue des élections démocratiques en RDC en 2006. Elle a aussi aidé à stabiliser le pays dans une première période de la guerre. À présent, la MONUC est critiquée par tout le monde, par les populations civiles qui lui reprochent son incapacité à s'interposer, certains disent sa lâcheté et son incompétence. L'ONU répond que sa mission, à l'origine, c'était de soutenir l'armée régulière et qu'on lui demande à présent, ce qui est fort différent, d'assurer à elle seule la sécurité dans une zone qui, rappelons-le, est aussi vaste que toute l'Europe occidentale. Et encore une information, le Bureau des Affaires humanitaires des Nations Unies en appelle à nouveau à l'opinion publique et réaffirme que là-bas, dans l'est du pays, la population locale et les réfugiés sont toujours pris en étau entre notamment les forces rebelles et l'armée régulière. L'invité de Géopolitis, Samuel Turpin, journaliste, vous avez été en poste là-bas dans cette région entre 2004 et 2008, donc 4 ans pour observer, pour le compte notamment de la Fondation Hirondelle et de Radio Okapi. On va en parler dans un instant, mais d'abord, en ce qui concerne la situation, est-ce qu'il y a la moindre raison d'espérer dans ce conflit qui, on l'a dit, dure depuis maintenant plus de 15 ans? Oui, il semble que le conflit qui a ébranlé les 2 dernières années le Nord Kivu trouve une partie de solution. Le groupe rebelle qui opérait au Nord Kivu contre les forces gouvernementales, les FARDC, aujourd'hui rentre dans le rang, si je peux m'exprimer ainsi, accepte le brassage et leur général, le général déchu Laurent Nkunda, leur chef, est sous arrestation au Rwanda pour le moment. Mais on a l'impression que chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle comme ça, dans les mois qui suivent, c'est démenti et ça recommence et on ne sait plus très bien qui est qui. Les rebelles d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Au fond, est-ce que les intervenants eux-mêmes comprennent quelque chose à la situation actuelle? Oui, en fait, durant toutes ces années, beaucoup de groupes armés ont accepté de rejoindre le brassage, ont accepté de rejoindre une armée unique et donc de désarmer. C'est très difficile aujourd'hui. Il reste un groupe qui opère et qui aujourd'hui est dans une position peut-être de faiblesse. Quand vous dites qu'il opère dans la région, on a compris que ça veut dire qu'il terrorise aussi les populations, qu'il les prend en otage. Absolument. Il s'agit en fait des groupes rebelles hutu-rwandais, issus pour une partie directement du génocide rwandais de 1994 et qui continuent à opérer à l'est du pays. Alors permettez-moi cette question assez naïve. Si on laissait le Congo aux Congolais, c'est-à-dire qu'on enlève les réfugiés qui ne demandent qu'à rentrer chez eux et qu'on enlève les armées étrangères, est-ce que la guerre s'arrêterait?
On peut l'espérer, en tout cas. On peut l'espérer, mais aujourd'hui, le principal enjeu de ces conflits reste les ressources naturelles qui abondent en République démocratique du Congo. Finalement, ce pays a le bonheur de son malheur et le malheur de son bonheur, ce sont ses ressources naturelles. À vous lire, par exemple, les armées étrangères qui sont sur le sol, bon, soyons clairs, elles ne sont pas là forcément pour aider le gouvernement en place, c'est pour se servir en minerais, etc. On a vu tout ça. Absolument. Il y a beaucoup de rapports, notamment du panel des experts des Nations Unies entre 2001 et 2003, des rapports d'ONG internationales très sérieuses comme Human Rights Watch ou Global Witness, qui pointent évidemment le doigt sur ces ressources naturelles. Il est clair aujourd'hui, et le panel des experts des Nations Unies l'a mentionné dans son dernier rapport, que l'enjeu principal du conflit aujourd'hui à l'est de la RDC reste les ressources naturelles. Alors, ayant dit ça, on s'est dit que ça va continuer. Parce que personne ne va aller faire la police mondiale pour dire laissez ceci aux Congolais et vous partez. Sauf s'il y a une véritable volonté politique avec un appui peut-être de la communauté internationale pour dire stop, maintenant tout le monde chez soi, avec peut-être des pressions internationales et économiques sur les pays voisins et les pays qui sont impliqués dans ce conflit, pour dire stop, tout le monde chez soi. Et maintenant, une deuxième mesure qui paraît essentielle pour que cela cesse, c'est d'institutionnaliser le circuit des matières premières, de restaurer un contrôle sur l'exportation, un contrôle sur l'importation et les conditions d'extraction de ces minerais. Bon, on a compris à vous entendre que c'est quelque chose qui serait souhaitable mais qui ne va pas être fait dans l'immédiat. Hein, c'est pas si simple. Hein. Ce n'est pas simple. Le pays est en véritable déliquescence. Et, vous l'avez dit, il sort de 15 ans de guerre. Et il y avait auparavant 30 ans de mobutisme qui avait déjà commencé à mettre en place une économie parallèle sur toute l'extraction minière. Ça prendra énormément de temps. Il y a un travail de reconstruction, il y a un travail de confiance aussi entre les institutions, les autorités et la population. Travail de confiance, ça m'amène à la question suivante sur la Fondation Hirondelle et Radio Okapi. Comment êtes-vous perçu, vous qui êtes là-bas, vous étiez donc rédacteur en chef de cette radio, qui est en fait la radio nationale, si j'ose dire, au sens que c'est la seule maintenant. Absolument. Comment êtes-vous perçu? C'est très ambivalent. On vous considère comme quoi? Comme des gens venus de l'étranger donner des leçons ou pas du tout? Absolument pas. Pourquoi? Parce que le schéma de Radio Okapi n'est pas un schéma avec des expatriés qui viennent dispenser leur savoir. On vient là pour travailler avec un réseau de journalistes congolais. Vous l'avez dit. Vous en aviez combien? Des journalistes congolais à vos côtés? Environ 120 au plus fort des élections présidentielles qui ont eu lieu en 2006, les premières depuis 40 ans. Il y avait un déploiement d'environ 160 journalistes sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes crédible? Trois choses. Dans les informations que vous donnez, j'entends. Trois choses. D'une part, vous l'avez dit, la radio est une radio nationale, la seule. Quand on dit nationale, c'est dans ses moyens de diffusion, elle couvre l'ensemble du pays par la FM et par les ondes courtes. Elle est nationale par la représentation de la population. Les programmes sont, et particulièrement les journaux d'information, sont dispensés en 5 langues. Les 4 langues reconnues nationalement sur le territoire de la RDC et le français. Ça veut dire que tout le monde peut entendre des informations qui viennent de sa province et dans les langues qui les concernent. Donc représentatif. Absolument représentatif, avec une proximité également. La Radio Okapi est composée d'une rédaction centrale à Kinshasa et de 8 stations provinciales avec environ 10 journalistes dans chaque station qui rayonnent sur leur province. Ça veut dire qu'ils font un travail de proximité et qu'ils peuvent ramener ces informations auprès de la rédaction centrale et nourrir cette rédaction centrale. Alors au fond, ce qui serait souhaitable à terme, c'est qu'une vraie radio nationale essentiellement congolaise puisse subsister,
Absolument. C'est ce qu'il faudrait. Ce serait un modèle, on peut imaginer un modèle de Radio Okapi qui puisse être pérennisé et qui puisse revenir entièrement aux Congolais. Ce n'est pas par hasard que je dis ça. En fait, ce travail a déjà commencé. Aujourd'hui, après 7 ans d'existence de Radio Okapi, la plupart des expatriés ont quitté leur poste pour mettre en place des Congolais qui travaillaient auprès d'eux au long de toutes ces années. La pérennisation commence par là, par avoir des cadres congolais qui sont capables de mener cette radio à tous les postes, que ce soit les postes administratifs, rédactionnels. Alors, pour la radio, mais pour l'ensemble du pays, on peut espérer un Congo pacifié dans combien de temps? C'est loin? C'est une échéance très lointaine? Ou vous êtes beaucoup plus optimiste que ça? Je ne pense pas que ça puisse se faire dans les 5 ou 10 prochaines années. Bon. Je pense que les enjeux économiques sont tels qu'aujourd'hui, il y a énormément d'implications de la communauté internationale, de sociétés étrangères qui ont des intérêts dans ce pays et qui pèsent encore beaucoup dans la politique du pays. Merci Samuel Capa. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous étiez donc là-bas entre 2004 et 2008 pour le compte de la Fondation Hirondelle. Merci à vous. Merci. C'est la faute aux Nations Unies. Les casques bleus sont des incapables et l'ONU ne sert à rien. Ça, c'est ce que l'on entend assez souvent, en Afrique même, à propos des horreurs du Rwanda et du Congo. Au Rwanda, l'ONU n'aurait pas pu ou pas voulu empêcher le massacre et n'aurait pas compris qu'un génocide se préparait. Au Congo, les casques bleus seraient dans l'incapacité d'assurer la sécurité des réfugiés et encore moins de ramener la paix. Ce sont là des accusations graves et injustes. Ce qui est grave, c'est que les gouvernements africains respectifs n'ont pas fait confiance aux forces des Nations Unies, on a caché certaines réalités aux responsables de l'ONU, on n'a pas joué le jeu de la coopération, parfois même on a joué un double jeu, on n'a pas non plus donné aux soldats des Nations Unies les moyens logistiques suffisants. Par exemple, au Congo, les casques bleus attendent toujours les 18 hélicoptères qu'on leur a promis. Et toutes ces accusations sont injustes, dans la mesure où l'on fait hypocritement porter la responsabilité de la dégradation de la situation à ceux-là même qui sont venus pour vous épauler, une pratique et une critique facile pour se dédouaner de sa propre incompétence. Et sur la page web de Géopolitis, vos questions sur cette guerre des Grands Lacs, sur le rôle de la Fondation Hirondelle et les réponses de notre invité, ce que l'on trouve sur la toile comme vidéo et documents sur cette guerre des Grands Lacs, vue du passé ou notamment la très riche histoire du Congo, enfin la documentation et les sites les plus performants sur cette problématique. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis. Voilà. J'ai fini, Madame Angela Merkel. Nous avons vu la cause, le problème des guerres, les problèmes des migrants, les problèmes des pillages des minéraux. Oui, pillage des minéraux, mais il y a pillage des organes humains dans les pays où il y a des guerres. En Afrique. L'Afrique devient la poudrière de l'Europe. L'Afrique devient la poudrière de pays occidentaux. Vol des organes, c'est magnifique. Il faut tuer des êtres humains et se servir des organes. Il faut que ça s'arrête, Madame Angela Merkel. Ça doit s'arrêter parce que l'être humain, il faut le respecter. Dieu a donné la vie à l'être humain, pas pour qu'on tue l'être humain. Voilà ce que j'avais envie de dire. Passez une excellente, bonne journée, Madame Angela Merkel. Faites à ce que il y ait une table ronde, comme la table de la conférence de Berlin 1884-1885, le partage de l'Afrique. Mais maintenant, il faut faire une table, vous asseoir avec tous les gouvernements du monde, pour pouvoir arrêter ce phénomène des guerres en Afrique, les phénomènes de donner des armes à des dictateurs, le phénomène de donner de l'argent à des dictateurs pour tuer leur peuple. Il faut que ça s'arrête. Les dictateurs là, il faut qu'ils soient arrêtés.
et que le peuple africain vote leurs dirigeants proprement. Il ne faut plus que l'Afrique soit sous la paume de l'influence de la communauté internationale. Pour arrêter les problèmes immigratoires, il faut que l'Europe cesse d'encourager les dictateurs. Laisser les pays africains sortir du gouffre à laquelle la communauté internationale les ont plongés depuis les temps des temps. Parce que voir un beau pays comme le Gabon, 50 ans de Bongo, c'est un calvaire. Hein? Et encore, Bongo est en train de préparer son fils. Et donc, ça veut dire qu'ils veulent faire du Gabon un royaume. Mais on est fatigué. Congo-Brazzaville, 8% veut faire de son fils Kiki Pipi Kakangesu, voleur des milliards des Congolais, voleur des organes des Congolais pour donner aux Occidentaux. On les fatigué. Et ce Kiki Pipi Kakangesu, ils veulent le faire président du Congo. Mais ça ne va jamais se passer, Madame Angela Merkel. La communauté internationale doit laisser l'Afrique tranquille. La communauté internationale ne doit pas oublier ce que vous avez fait à l'époque, l'esclavagisme. La vérité, elle est dite. Madame Angela Merkel passait une excellente bonne journée et bye bye. Merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Que Dieu nous garde bien et Dieu bénisse tout le monde. Faites attention à vous, femmes, jeunes filles, jeunes hommes, faites attention parce que nous vivons dans un monde des barbares, un monde où on vole les organes, on vous tue vivant pour prélever vos organes. Faites attention. Bye bye.